Bonjour, merci à l'Association francophone du trauma et de la dissociation de m'avoir invitée à cette session clinique du Forum des associations et merci au Congrès français de psychiatrie d'offrir cette plateforme à la FTD. La présentation devait prendre la forme en premier lieu d'une analyse de cas. Forme et contenu ont dû être largement modifiés afin de respecter les conditions de la mise en ligne. L'universalité du psychotraumatisme est le particularisme culturel de l'expression symptomatique. Après plusieurs années de travail psychothérapeutique auprès de personnes migrantes de toutes origines, de toutes confessions, pour beaucoup victimes de guerre, exilées et polytraumatisées sévères, je souhaitais mettre en lumière les possibles synergies entre les approches de la psychotraumatologie et les approches transculturelles. Les patients migrants peuvent cumuler plusieurs expériences traumatiques liées aux événements ayant précipité leur exil, mais aussi à la situation géopolitique de leur pays d'origine, les conditions de vie au pays d'accueil. Et bien sûr, le migrant porte avec lui aussi l'ensemble du vécu de sa vie d'avant, y compris éventuellement des événements traumatiques plus anciens, une enfance difficiles ou des événements traumatiques autres répétés qui pourraient correspondre à un tableau de traumatisme complexe tel que nous l'a présenté notre collègue M. Éric Binet. Les patients peuvent exprimer l'ensemble de cette souffrance post-traumatique en rapportant des symptômes pouvant paraître étranges ou surprenants pour le thérapeute occidental, tels que des voix, des visions, des modifications d'état de conscience ou des conceptions de la maladie évoquant des entités métaphysiques pouvant les influencer, voire les posséder. Ainsi, universalité du psychotraumatisme et particularisme culturel de l'expression symptomatique peuvent être appréhendés comme les deux faces d'une même pièce, indissociables et complémentaires à la compréhension et au traitement d'un trouble psychique. Mon propos d'aujourd'hui s'illustre au travers d'une étude de cas, celui d'un homme somalien de 50 ans qui avance être possédé par un djinn. Je ne présenterai ici que le strict nécessaire à l'exposé, bien sûr pour respecter la discrétion qui s'impose pour des données cliniques sensibles sous forme de médias. L'analyse de cas illustrera que si de prime abord, on pensera à un phénomène de possession semblant plutôt culturellement admis, plutôt classique même dans la littérature ethnopsychiatrique, on découvrira finalement l'expression singulière d'un tableau clinique de trauma complexe. Le trouble sera appréhendé comme un trouble d'origine post-traumatique, de présentation psychotique, de nature dissociative exprimée au travers du particularisme culturel et nous reviendrons sur chacune de ces notions. La reconnaissance et le traitement des troubles post-traumatiques sont rendus particulièrement ardus lorsque leur présentation est psychotique. S'agit-il de manifestations d'un épisode psychotique ou de symptômes de dissociation? Quel différentiel entre un trouble de stress post-traumatique, un épisode délirant, un trouble dissociatif? Et il est d'une complexité encore supplémentaire lorsqu'il s'agit d'évaluer l'étiologie de ces troubles dans un contexte transculturel. Et les études de dénoncer une tendance à la surreprésentation des diagnostics de psychose en situation transculturelle. Donc, face aux patients migrants, le thérapeute est mis à mal dans l'évaluation de la norme culturellement partagée et admise d'une culture forcément autre que la sienne. Or, il s'agit d'un critère central avancé par la nomenclature internationale pour délimiter le normal du pathologique. Ces manifestations de présentation psychotique sont-elles naturellement admises ou non pathologiques? Est-ce qu'elles prennent sens
dans la matrice culturelle d'origine du patient? Est-ce que finalement elles ne sont psychotiques qu'aux yeux du thérapeute étranger? Pour revenir sur certains concepts clés, donc la culture peut être définie globalement comme l'ensemble des matériaux de signification, représentation, croyances, normes, systèmes de valeurs, implicites ou explicites, permettant à l'individu de donner du sens ou de symboliser. Le besoin de ces matériaux de signification est celui de faire ce travail de symbolisation pour donner du sens, sont universels, nous dit la Plantine. Donc ici, le premier contenant psychique est culturel. Il n'y a pas d'être humain sans culture, car il n'y a pas de pensée individuelle sans matrice de pensée transmise par la culture. Et si la culture est universelle, les matrices culturelles sont, elles, spécifiques à des groupes donnés, à des temps et des lieux donnés. Et pour tel groupe, la matrice donnera des représentations pour différencier le normal du pathologique, la santé de la maladie, les étiologies envisageables et aussi les soins adéquats. Ainsi, tel que le propose Devreux, toute pathologie individuelle se construit d'une manière immanquablement culturée. Un symptôme ne prend sens que dans une culture donnée. Prenons l'exemple du cauchemar. Est-ce que pour le patient, il s'agit d'un symptôme? Est-ce qu'il s'agit d'un travail cérébral normal par rapport à l'intégration du souvenir? Ou est-ce pour lui une demande des ancêtres? Et dans le même sens, selon la matrice culturelle du soignant ou sa grille de lecture, le soignant proposera aux troubles du sommeil une thérapie cognitive, un somnifère ou une offrande aux ancêtres. Monsieur Ali est un homme de 50 ans, d'origine somalienne, requérant d'asile en Suisse, adressé pour un trouble de stress post-traumatique clair. Nous avons pu effectuer un travail sur les traumatismes récents des raisons de sa fuite, une traversée dramatique de la Méditerranée, de nombreux passages à tabac vécus à toutes les étapes, à toutes les périodes de sa vie. En effet, M. Ali est né au sein d'une famille très pauvre, au sein d'une tribu ethnique récurrentement persécutée dans ce climat politique très tendu de la Somalie de toutes ces dernières décennies. Il porte les séquelles physiques de maladies de la petite enfance qui ont pu être mal, voire pas traitées. Ce n'est qu'après 2 ans de suivi que M. Ali dévoile être possédé par un esprit. Un djinn, femme, l'a possédé. Et il le torture en lui infligeant des coups de l'intérieur, des douleurs somesthésiques dont nous en observons en séance l'expression. Il se tord de douleur en gémissant et semble périodiquement comme absent, comme occupé à discuter avec quelqu'un d'autre. Il fait état d'hallucinations acoustico-verbales et somesthésiques non critiquées. Il expliquera avoir une relation de longue date avec cette femme djinn, mais dernièrement, notamment depuis qu'il souhaite nous parler en thérapie des traumatismes vécus durant la guerre, mais aussi durant l'enfance, cette djinn se fâche et cherche à l'empêcher de parler en le torturant de l'intérieur. En concordance avec une approche transculturelle, je cherche bien sûr à contextualiser ces symptômes dans la matrice culturelle du patient et à y donner un sens selon le modèle explicatif de M. Ali. Je fais appel aussi bien sûr aux apports d'un médiateur culturel. Et face à mon intérêt explicite pour le phénomène de la possession, M. Ali se montre soulagé et précise qu'il s'agit d'une femme djinn al-Charal, en soi une entité bien connue des cheikhs locaux qui procèdent à ce type d'exorcisme. Mais progressivement, au fur et à mesure de la discussion, nous nous apercevons d'un éloignement grandissant entre la phénoménologie rapportée par M. Ali et la représentation collectivement partagée de ce phénomène. Ce que nous exposons à M. Ali, qui lui-même acquiesce, il y a effectivement une relation unique
entre lui et cette femme djinn que lui-même ne s'explique pas. Les classifications internationales invitent le clinicien à questionner la psychose en se référant aux critères, je cite, de la conformité à une pratique culturelle ou religieuse largement admise. Or, la phénoménologie de la possession, telle qu'elle est rapportée par M. Ali, s'en éloigne quant au contenu et quant à la fonction sociale aussi. Il y a donc ici des symptômes de présentation psychotique semblant en dehors du culturellement partagé. Mais nous révèle-t-il pour autant une psychose? Cette conclusion n'est pas concordante avec mon évaluation, ni d'ailleurs avec mon vécu transférentiel, et le patient ne répond par ailleurs pas de manière concluante aux 5 domaines d'évaluation de la psychose. Il est tout à fait orienté et calme lorsqu'il arrive et part de mon bureau. Contrairement à ces brefs épisodes de torture subie comme en direct, et cette différence des états est claire et le passage d'un état à l'autre est net et rapide. Je vais alors m'intéresser aux travaux d'Andrew Moskowitz, professeur de psychologie clinique et ancien président de l'European Society for Trauma and Dissociation. Ces recherches reconnaissent le rôle des expériences traumatiques durant l'enfance et ensuite dans le développement des troubles mentaux, dont également la psychose. Ils proposent un changement de paradigme en psychiatrie dans lequel peuvent s'articuler troubles psychotiques et troubles dissociatifs d'origine post-traumatique. Ils proposent une recontextualisation des symptômes schneideriens dits de premier ordre, de premier rang, dans le cadre des troubles dissociatifs. Il étudie particulièrement le symptôme des hallucinations auditives, notamment acoustico-verbales, ainsi que le rôle des reviviscences dissociatives dans la constitution du délire. Il propose que la psychose puisse être entendue comme une phénoménologie transdiagnostique et d'avancer que des troubles dissociatifs, comme par exemple le fait d'entendre des voix, ne doivent plus se conceptualiser uniquement comme des troubles psychotiques lorsque l'on prend en compte les connaissances actuelles dans le champ de la trauma et de la dissociation. Pour appréhender le concept de la dissociation, je me réfère ici aux travaux de Pierre Janet, philosophe, psychologue et médecin, figure majeure de la psychologie française du 19e. Son modèle de l'inconscient attribue un rôle déterminant au traumatisme psychique dans l'amnésie et la dissociation des souvenirs. Il est décrit comme le premier à formuler le concept d'une dissociation de la personnalité d'origine post-traumatique. Donc, dissociation, conséquence de l'incapacité de l'individu à intégrer psychiquement des souvenirs traumatiques, dépassé qu'il est par la sévérité de ce traumatisme. Ce défaut d'intégration peut provoquer une dissociation de la personnalité, entendue au sens janessien comme une division de la personnalité en plusieurs systèmes d'idées et de fonctions qui chacun peuvent s'émanciper, donc chacun avec une certaine forme d'autonomie. Aujourd'hui, dans le DSM-5, les troubles dissociatifs s'entendent comme sur un continuum allant d'une altération de la conscience simple, tel un symptôme de reviviscence, par exemple le critère B, des réactions dissociatives du trouble de stress post-traumatique, jusqu'à la division structurelle de la personnalité que constitue le trouble dissociatif de l'identité, précédemment nommé trouble de personnalité multiple, ce trouble qui correspondrait à l'appréhension janessienne de la dissociation de la personnalité. Janet lui-même proposait que son modèle de la dissociation prenne en compte le particularisme culturel de l'expression symptomatique. Il évoquait ses patients se disant possédés et propose que la possession pathologique soit entendue comme une séquelle traumatique dont la nature dissociative ne peut prendre sens pour le patient qu'au travers d'une interprétation qui est forcément culturelle. Et en effet, ces parties dissociées
encapsulant le trauma peuvent se manifester sous forme de symptômes tels que des reviviscences visuelles, des hallucinations, des voix, des sensations, des symptômes sensorimoteurs, un vécu d'influence allant jusqu'à la perte du sentiment d'agentivité. De nombreuses études soulignent une corrélation entre trauma, troubles dissociatifs et possession. Et plusieurs auteurs proposent que, pour donner sens à ces intrusions effrayantes, la possession soit une des interprétations culturelles que font les patients de leurs troubles dissociatifs. Pour référence, ce récent article de Sayo répertoriant la littérature dans ce sens. Pour les cliniciens intéressés au sein du DSM-5 et aussi de la CIM-10, le trouble dissociatif à forme de possession, la description propose des critères de diagnostic différentiel avec d'autres troubles dissociatifs et d'autres troubles psychotiques, mais aussi des questions diagnostiques liées à la culture, entre autres le fait que la perturbation ne fait pas partie d'une pratique culturelle ou religieuse largement admise, qu'elle se manifeste dans des lieux qui donc transgressent les normes de la culture ou de la religion, et que la fragmentation de l'identité peut varier selon la culture, par exemple au travers des formes que prend la possession et les circonstances de son expression. On va voir que ce critère nous intéresse tout particulièrement. Donc à partir de là, étayé par tous ces apports, j'ai conceptualisé les hallucinations et le délire de M. Ali comme des symptômes d'origine post-traumatique, de présentation psychotique, de nature dissociative, exprimés au travers du particularisme culturel, influencé par les représentations culturelles disponibles pour M. Ali. Donc cette femme Jean et la relation qu'il entretient avec elle disent quelque chose en premier lieu du vécu de traumatisme sévère, répété et précoce dans le développement, du défaut d'intégration et consécutif, de la création d'une structure dissociative de la personnalité et d'une stratégie de survie psychique pour faire face à cet insupportable. La théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, élaborée par Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis et Cathy Steele, reprend la conceptualisation de la dissociation selon Janet et offre aux psychothérapeutes un modèle et une méthodologie pour le traitement des patients dissociés, par la réassociation ou synthèse des différentes parties dissociées en une entité de personnalité les intégrant toutes. Cette approche s'enrichit très aisément des connaissances actuelles de la neurobiologie du psychotraumatisme, de la physiologie de la peur et de la dissociation péritraumatique. Plus la traumatisation est chronique et précoce, et plus la dissociation entre ces parties de la personnalité devient complexe, rigide et imperméable. Dans ces cas notamment, ces parties dissociées qui portent le matériel traumatique peuvent développer une autonomie importante jusqu'à imposer aux patients non seulement des reviviscences sous forme d'images ou de flambées émotionnelles, mais aussi imposer des comportements. Et le patient peut alors ressentir cette discontinuité du sentiment d'agentivité, définie en clinique et dans le DSM-5 comme la perte du sentiment d'être celui qui agit sur soi et sur l'environnement. La perte de l'agentivité correspond à un changement de personnalité nommé communément switch, typique du tableau du trouble dissociatif de l'identité. Le clinicien peut alors être amené à observer un changement clair dans la posture, le comportement et l'interactionnel avec son patient. La conceptualisation du cas de M. Ali conclura à la pertinence du recours à la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité pour aider au diagnostic différentiel et surtout pour le plan de traitement. Cette entité que M. Ali se représente comme une djinn
et à laquelle il attribue le pouvoir de le posséder et de lui infliger des douleurs a été appréhendée comme une partie dissociative émotionnelle très dissociée et passablement autonome et comportant des éléments non élaborés du traumatisme multiple et répété, notamment de la violence physique depuis la plus précoce enfance, ce que l'anamnèse progressivement permet de découvrir. De premier abord semblant hostile, on découvrira que cette femme djinn est apparue à plusieurs reprises à M. Ali lors de ses nombreux passages à tabac dont il a été victime, dans un phénomène de dissociation péritraumatique. Et je paraphrase les propos de M. Ali lorsqu'il explique qu'en voyant cette femme et en sentant son influence protectrice, il n'a alors plus senti les coups qu'on lui assénait. Et parfois même, cette gêne a alors pris possession de son corps pour se battre à sa place. Seulement, une fois que M. Ali a voulu partager avec nous les traumas vécus, cette femme djinn lui a fait alors ressentir les coups de l'intérieur. Nous sommes ici avec une conceptualisation qui peut être celle du trauma complexe, c'est-à-dire, comme le présentait notre collègue Éric Binet, un tableau clinique cumulatif de plusieurs événements traumatiques, répétés, prolongés, à un âge précoce, avec un fort vécu d'impuissance et d'impossibilité à se mettre à l'abri, péjoré par des symptômes d'évitement émotionnel comme la dissociation, est précisément ici dont le particularisme culturel de l'expression symptomatique est le vécu de possession. En congruence avec le plan de traitement proposé par la théorie de la dissociation structurelle, après des semaines de préparation et bien sûr avec l'accord du patient, je me suis adressée directement à cette partie dissociative pour tenter de négocier l'arrêt de la torture avec cette femme djinn. Cette sollicitation directe aura précipité un switch, un changement de personnalité clair et sans équivoque du point de vue clinique, durant lequel cette partie émotionnelle prendra le contrôle exécutif du système et fera perdre à M. Ali le sentiment d'agentivité. Ce switch, typique et spécifique, permettra de confirmer un diagnostic de trouble dissociatif spécifié. À partir de là, le traitement adéquat a rapidement permis de contenir la symptomatologie de présentation psychotique. Comme il a été dit, on ne peut qu'insister sur le pluralisme épistémologique exigé et indispensable à l'approche du trauma complexe. Et c'est également tout un faisceau de référents théoriques et méthodologiques qui ont permis d'étayer cette prise en charge. Premièrement, avec la littérature sur les approches transculturelles, le modèle explicatif de la maladie selon le patient, la littérature anthropologique sur les questions de la possession, la participation active d'un médiateur référent culturel, mais aussi les différentiels proposés par les classifications internationales, une appréhension phénoménologique du trouble et du traitement, avant tout centrée sur la façon dont le patient exprime vivre ce qu'il vit, un paradigme dans lequel peuvent s'articuler troubles psychotiques et troubles dissociatifs d'origine post-traumatique, l'étude des troubles dissociatifs, bien sûr, et notamment la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité. Pour conclure, si l'on suppose dans le même temps et l'universalité du psychotraumatisme et le particularisme culturel de son expression symptomatique, alors la psychotraumatologie et les approches transculturelles trouvent aisément leur point d'articulation méta dans l'étude des troubles dissociatifs. Pour les cliniciens intéressés, je propose ici une brève bibliographie qui vient compléter
les références déjà présentées. J'espère vivement que cette présentation a pu vous intéresser et vous remercie.